Bien, il est 11h31, nous allons donc pouvoir démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la réforme du 1er juillet 2021, le guichet unique. Nous avons donc le plaisir de vous accueillir et nous vous remercions car vous avez été très nombreux à répondre présent pour cette réforme d'envergure. Bien évidemment. Alors, je suis Nicolas Escapez, responsable développement des formations, et je vais très rapidement, très bientôt, laisser la parole à Axel Rebaud, notre spécialiste TVA à l'international, qui animera donc ce webinaire. Un point de précision sur l'organisation. Vous pouvez poser des questions sur le forum qui se trouve sur la droite de votre écran, et nous allons donc les récapituler. Et Dylan Carrasco, qui est notre juriste, pourra donc ensuite faire un topo à Axel Rebaud, et Axel y répondra en direct en fin de webinaire. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou des points de précision durant le webinaire. Alors, avant cela, je vais commencer la présentation du groupe. Du coup, juste Axel, un petit bonjour, Axel qui nous a rejoint rapidement. Donc, je vous propose donc une présentation de notre entreprise avant de démarrer le webinaire. Nous faisons donc partie d'un groupe, Math et Fret et Compliance. C'est un groupe familial avec 70 ans d'expérience dans l'organisation de transport et des échanges internationaux. Et fort de cette expérience, nous avons créé un pôle réglementaire il y a maintenant une trentaine d'années avec 3 entités. Tout d'abord, Maté Intracom, premier tiers déclarant en France pour les déclarations d'échange de biens européennes de services et Intrastat. Nous avons donc la possibilité de traiter vos obligations déclaratives. Nous avons une trentaine de personnes qui sont dédiées au quotidien à la prise en charge de ces déclarations. Nous avons une deuxième entité, EasyTax, spécialisée dans la représentation fiscale TVA. Nous sommes donc présents dans les 27 États membres de l'Union européenne et nous pouvons vous accompagner dans l'immatriculation à la TVA dans ces pays ou également pour un étranger qui souhaiterait s'immatriculer en France. Nous avons donc également l'organisme de formation que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter aujourd'hui. L'organisme de formation qui présente donc en termes de thématiques tout d'abord la TVA, mais également la douane, mais aussi donc depuis cette année un développement en termes de thématiques puisque nous avons ouvert le catalogue au droit du travail, mais également à la comptabilité. Je vous propose donc de vous présenter quelques-unes de nos nouveautés cette année. Nous avons donc, concernant la comptabilité, 2 programmes, les officines pharmaceutiques, mais également les débitants de tabac et diffuseurs de presse, donc des tenues de comptabilité qui sont complexes et qui nécessitent un accompagnement. Donc nous formons effectivement sur ces programmes, que ce soit en inter-entreprise ou bien encore en intra-entreprise, et bien évidemment sous forme de classe virtuelle, donc en distanciel également si vous le souhaitez. Un programme sur le fichier des écritures comptables, avec donc le contrôle fiscal, ce que sont les attentes en fait de l'administration fiscale. Il y a aujourd'hui, tous les contrôles se font à partir de ce fichier et il y a des jurisprudences aujourd'hui qui existent sur cette thématique et nous allons décrypter vraiment ensemble durant ce programme les différentes attentes de l'administration fiscale. En fiscalité immobilière, un programme d'actualité avec les loueurs meublés et donc la maîtrise en fait de la fiscalité, que ce soit pour les loueurs meublés professionnels et pour les loueurs meublés non professionnels. Et je vous en parlais donc juste précédemment, le droit du travail qui donc aujourd'hui est proposé dans notre catalogue de formation avec 3 programmes, le contrat de travail, la rupture du contrat de travail et également la gestion des absences et donc rattaché à cela les techniques de la paye avec à chaque fois en termes d'approche, une approche opérationnelle, pratico-pratique de la matière. Ensuite, en ce qui concerne nos best-sellers, la TVA, bien évidemment, avec la TVA à l'international et également les échanges complexes à l'international, les différents régimes d'autoliquidation en matière de TVA pour les opérations domestiques, mais également les opérations à l'international, les risques liés à la TVA avec cette fois-ci, en fait, les différents cas de redressement qui sont évoqués
et les risques de redressement sur le sujet. Et puis, bien évidemment, la TVA et vente à distance, ce qui nous occupe aujourd'hui, et la réforme avec l'actualité du mois de juillet. Voilà, pour terminer cette présentation concernant les différentes formations, nous avons donc également des formations en e-learning, 100% en ligne, sur la TVA et sur la douane. Donc, je vais simplement vous présenter très rapidement la façon dont ça se présente. C'est une plateforme qui s'appelle 360 Learning, sur laquelle vous avez accès. Il y a des vidéos qui sont pré-enregistrées, donc des petites séquences que vous pouvez faire défiler comme ceci. Donc, vous pouvez avancer à votre rythme. Il y a également un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et puis, vous pouvez réagir sur les différentes vidéos que nous vous proposons. Alors, en ce qui concerne d'ailleurs ce module, en tout cas cette plateforme, sachez que nous avons un programme dédié plus particulièrement à la réforme du 1er janvier 2021, qui sera donc en ligne très très prochainement. Donc, vous pourrez vous inscrire sur notre site Maté Formation directement pour pouvoir recevoir le lien et ensuite accéder librement à cette formation. Bien, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je vais donc pouvoir laisser la parole à Axel Rebaud qui nous rejoint. Bonjour Axel. Alors Axel, simplement. Ça y est. Bonjour à tous. Alors, je vous prends un petit instant pour les règlements techniques. Le temps du partage d'écran. Merci Nicolas pour cette introduction. Je pense que l'écran est visible. Alors simplement, là pour l'instant, on n'a pas le diaporama qui s'est affiché. Si alors, je vous vous pouvez lancer le diaporama. Oui. Je vous demande juste un petit instant, histoire qu'on règle les petits détails techniques. Là, on a bien le diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, super. Alors du coup, l'idée de ce webinaire, donc merci Nicolas à nouveau pour l'introduction. Rapidement, je vais vous accompagner sur le sommaire de cette présentation. Nous allons voir le champ d'application de cette nouvelle réforme, quels sont les différents portails qui sont disponibles, quels sont les principes de taxation qui changent littéralement par rapport à cette nouvelle réforme. On fera un focus sur le dropshipping avant et après. Les marketplaces qui ont un rôle qui va être clairement, qui va changer par rapport à ce que c'était aujourd'hui. On fera deux cas pratiques pour vous montrer vraiment comment, dans la vraie vie, les choses vont se mettre en place. Une société française avec stock déporté, etc. Donc, on abordera tout ça. On fera un focus sur les risques et les difficultés. On vous accompagnera pour vous présenter nos offres. Et on finira par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le déroulé de la formation. Alors, tout d'abord, quelles sont les nouveautés? Il est important de préciser que cette réforme était prévue le 1er janvier 2021 et qu'elle a été décalée au 1er juillet 2021. La raison était la Covid, mais sachez quand même que certains États membres, type l'Allemagne et les Pays-Bas, ont demandé un report de 3 ans. On n'y croit pas, mais les portails, sachez qu'ils commencent à devenir accessibles de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même une information à savoir. Alors, avant d'analyser la réforme, il est nécessaire de comprendre les fondements de cette réforme et cette réforme s'axe autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est par rapport au fait que la vente à distance est une activité qui contribue fortement à la fraude. La Commission parle de 7 milliards d'euros par an pour tous les États membres et une étude des Échos de l'année dernière sur les vendeurs Amazon et Cdiscount a également mis en avant un élément qui est relativement intéressant. Sur 24 459 vendeurs contrôlés, seuls 538 étaient en règle. On connaît tous, alors vous, vos enfants connaissez tous les plateformes type AliExpress, Wish ou Shein. Et on sait que ces plateformes pratiquent des prix très bas, notamment par rapport au fait que la TVA n'est pas facturée, ne peut ne pas être facturée sur les transactions. C'est d'ailleurs le deuxième pilier de cette réforme, ça crée une distorsion entre les vendeurs européens et les vendeurs de l'Union européenne. Donc, l'idée de cette réforme est également de remettre sur un pied d'égalité les vendeurs UE et en dehors de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement les règles de ces fameux seuils par État membre, en dessous desquels, on reviendra sur la règle, mais en tout cas, vous pourriez être amené à avoir différents numéros de TVA dans l'Union européenne. Et c'est aussi un coût qui est relativement important pour les sociétés.
Le dernier pilier, c'était donc d'alléger le coût de la mise en conformité pour avoir un champ d'activité beaucoup plus opérationnel. Maintenant qu'on a compris un petit peu les fondements, allons voir ce qu'il se passe au niveau des champs d'application et essayons un petit peu de comprendre le avant et le après. Donc, je vous propose de commencer par la définition des ventes à distance. Alors, vous voyez déjà le premier point qui est important. Aujourd'hui, on parlait simplement de vente à distance. À partir de juillet 2021, on va parler maintenant de vente à distance intracommunautaire et je vous expliquerai pourquoi c'est important par la suite. Quels sont les points importants pour savoir si je rentre dans le champ d'application de la vente à distance intracommunautaire ou pas? J'ai une livraison qui est prise en charge par le vendeur. J'ai un flux depuis un premier État membre vers un deuxième État membre de l'Union européenne et mes clients sont des particuliers. Le champ d'application n'a pas beaucoup évolué. Il y a eu une simple clarification à partir de juillet 2021 qui est apportée au niveau du transport. Même si celui-ci est organisé pour le compte du vendeur, nous rentrons bien dans le champ d'application de la vente à distance intracommunautaire. Nous avions jusqu'à présent quelques activités qui étaient exclues de ces régimes. Les moyens de transport neufs, les biens vendus sous le régime de la TVA sur marge et les produits soumis à accise. Le gros changement de cette réforme, comme vous pouvez le voir sur votre support, c'est que dorénavant, les produits soumis à accise font partie intégrante de la réforme et vont donc pouvoir bénéficier de la simplification. Donc ça, c'est le gros point à mettre en avant sur le champ d'application et sur la modification de la réforme. Je vous parlais à l'instant de vente à distance intracommunautaire. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un nouveau concept qui est né dans cette réforme, c'est la vente à distance de biens importés en provenance de pays tiers. On fait référence souvent au dropshipping. J'ai un fournisseur chinois et je demande à ce que la livraison soit faite directement vers mon client particulier en France ou en Europe. Le champ d'application est exactement le même que la vente à distance intracommunautaire. Le seul changement, c'est que j'aurai un flux en provenance en dehors de l'Union européenne à destination de mon client particulier en UE. Donc, bien faire attention à ce distinguo entre vente à distance intracommunautaire et vente à distance de biens importés. On y reviendra tout au long de ce webinaire. Cette fois-ci, les exclusions à ce nouveau système sont les moyens de transport neufs, les biens vendus sous le régime de la TVA sur marge, et vous voyez qu'on a les produits soumis à accise. Alors, c'est intéressant de le noter. On a bien dit que dans les ventes à distance intracommunautaires, les produits soumis à accise faisaient partie intégrante de la réforme. Ce n'est pas le cas dans les ventes à distance de biens importés. Donc, c'est un premier point d'attention sur ce nouveau régime. Je vous propose maintenant de passer sur les différents portails qui sont disponibles. On verra qu'il y en a plusieurs. Alors, on va avoir une petite photographie ici de ce qui est disponible. Vous le savez peut-être, cette réforme est basée sur un guichet unique qui existait déjà depuis 2015 pour une certaine typologie de prestations de services fournies par voie électronique pour des B2C. Ça a été un petit peu le test de cette réforme. Donc, le MOS, c'était le Mini One Stop Shop. Cette réforme de 2015 ayant été satisfaisante, il a été décidé d'élargir le guichet unique. Et vous voyez que du MOS, on perd le M. Donc, on perd le mini et on passe au One Stop Shop, qui est le guichet unique en anglais. Nous avons 3 portails qui vont être disponibles pour les sociétés. Nous avons le premier portail qui est le OS UE. Alors, le point d'attention sur ces portails, vous allez voir qu'on pourrait penser que c'était la nationalité des vendeurs qui vont faire que je vais utiliser le OS UE ou le OS hors UE. Et en réalité, non, c'est vraiment le flux physique de marchandises qui va être déterminant. Donc, le OS UE, c'est le portail qui est réservé aux vendeurs de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne pour la vente à distance de biens intracommunautaires. Donc, mes marchandises sont déjà en UE et je vais vendre à mes clients particuliers au départ de l'UE. Je reste en Europe. Le OS hors Union européenne, il est spécifique pour les vendeurs en dehors de l'Union européenne qui réalisent des prestations de services en B2C en Union européenne. Donc, je pense que parmi nous, peu de participants vont être concernés. On n'abordera pas trop ce portail pendant la réforme, pendant le webinaire, excusez-moi. On va se focaliser vraiment sur le OS UE et sur l'autre portail qui est l'IOSS,
qui est le portail réservé pour les vendeurs de l'Union européenne, mais également en dehors de l'Union européenne pour la vente à distance de biens importés cette fois-ci. Alors, vous l'imaginez bien, vous pourriez tout à fait avoir recours à de la vente à distance intracommunautaire, mais également à de la vente à distance de biens importés. Et du coup, il sera possible de cumuler l'usage des différents portails. Et on verra que c'est là où naît toute la complexité de cette réforme. Alors maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair au niveau des portails, je vous propose d'aller regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau du principe de taxation. On rappelle quand même ce qu'il se passait avant juillet 2021, donc encore aujourd'hui, nous sommes sous ce régime-là. Nous avions des seuils par État membre. Il variait, ces seuils, entre 35 000 € et 100 000 € en fonction des États membres. Lorsque j'étais en dessous du seuil, je pouvais facturer la TVA du pays de départ des marchandises. En revanche, dès lors que je dépassais le seuil de mon pays cible, je devais m'identifier à la TVA, si je prends le cas de mon schéma en Allemagne, pour collecter de la TVA allemande sur mes factures et reverser cette TVA à l'administration fiscale allemande. Même chose en Italie, en Espagne, si je reprends tous les exemples disponibles dans le schéma. Le système est littéralement sera littéralement bouleversé à partir de juillet 2021. Nous n'aurons plus cette notion de seuil par État membre, mais nous allons avoir une notion de seuil global dans toute l'Union européenne. En plus d'un seuil global, on va être sur un seuil abaissé qui va être de 10 000 €. Donc, je suis français, je réalise des ventes à distance intracommunautaires dans toute l'Union européenne pour un montant supérieur à 10 000 €. Je vais pouvoir m'enregistrer via le guichet unique français et je vais pouvoir collecter les TVA de mes clients finaux sans avoir à m'identifier à la TVA dans ce pays-là. Je vous montre un petit peu un schéma pour que ce soit plus clair. Comment ça se passe? Donc, je suis français. Je vais pouvoir collecter la TVA allemande, ma TVA espagnole, ma TVA italienne sans y être identifiée. Je vais tout reverser sur le portail impôts.gouv en France et c'est lui qui fera le dispatch entre les différents États membres par la suite. Donc, vous voyez cette notion de simplification, c'est vraiment, je n'ai pas besoin d'avoir d'identification à la TVA. Sur le papier, ça paraît très beau, mais on va voir que lorsqu'on commence à voir les cas concrets de société, c'est malheureusement pas si simple que ça, mais on y reviendra. Si le système est plutôt clair pour vous, je vous propose de faire un focus sur le dropshipping. Dropshipping, je vous rappelle, donc je suis français, j'ai un fournisseur qui est basé en Chine et pour éviter d'avoir de la trésorerie qui est en attente ou quoi que ce soit, je vais finalement passer commande lorsque moi-même j'aurai reçu une commande sur mon site et je vais demander à mon fournisseur qu'il livre directement le client final chez lui. Cette notion de dropshipping, alors l'exemple qu'on vous propose aujourd'hui, dans le schéma, c'est vraiment celui que je viens de vous proposer. Donc, je suis un dropshipper français, mon fournisseur est chinois et le client final est en Italie. Alors, premier point important, c'est qu'aujourd'hui, il existe une exonération de TVA sur les colis de faible valeur. Ce sont les colis qui ont une valeur inférieure à 22 €. C'est une des raisons pour lesquelles on a une fraude à la TVA qui est significative parce que beaucoup de sociétés sont au courant de cette exonération et jouent sur les valeurs. On voit beaucoup de produits high-tech, etc., qui passent à 21 € et donc du coup, je n'ai pas de TVA collectée sur la vente. On parlait d'avantages déloyaux par rapport aux vendeurs UE et hors UE, etc. Voici une des raisons pour laquelle nous sommes dans ce schéma-là. Alors, si on reprend l'exemple, aujourd'hui, comment ça se passe dans le dropshipping? Nous avons un fournisseur chinois, nous avons un dropshipper français, nous avons un client italien, un client final italien. Le dropshipper français va avoir besoin d'un numéro de TVA en Italie pour pouvoir payer de la TVA en douane, pour pouvoir récupérer cette TVA en douane également. Je vous rappelle que la TVA est un mécanisme neutre pour les sociétés, mais également, elle va devoir collecter la TVA auprès du particulier italien. Via son numéro de TVA italien, la société pourra reverser la différence à l'administration, donc la différence entre TVA collectée et TVA payée en douane.
C'est toujours une zone un petit peu d'ombre et sur le papier, ça marche bien, sauf qu'en réalité, voilà, cette exonération nous amène à beaucoup de problématiques par rapport au dropshipping. La grande révolution, c'est vraiment comment ça va se passer après la réforme. Premier point important, on a une suppression de cette fameuse exonération pour les colis de faible valeur. La TVA sera donc due dès le premier euro. Plutôt que de vous dire vous avez besoin d'une immatriculation dans tous les pays dans lesquels vous importez, on va avoir une mise en place de ce fameux guichet unique, l'IOSS, pour les vendeurs UE et hors UE, qui vont pouvoir déclarer les envois. Par contre, attention, pour des envois d'une valeur inférieure à 150 €. On reviendra plus tard sur qu'est-ce qu'il se passerait si je suis en dessus de 150 €. Dernier point important, la société pourra soit utiliser son propre portail IOSS, soit passer par l'IOSS de la marketplace, car on va voir que le rôle des marketplaces va changer de manière significative dès juillet 2021. En parlant des marketplaces, nous allons donc arriver à voir un petit peu comment ça se passe. Avant la réforme, on parlait de marketplace qui avait un rôle d'intermédiaire transparent. C'était une simple mise en relation, si on peut dire, entre un acheteur et un vendeur. Nous avions, alors si on prend le schéma qu'on vous a proposé ici, une facturation directe entre le vendeur et l'acheteur. Nous avions une marketplace qui encaissait la totalité de la somme. La marketplace déduisait le montant de sa commission et ensuite, elle reversait le montant TTC moins sa commission au vendeur. Alors, pour rappel, on vous a également remis les règles par rapport aux prestations de services. En tant que vendeur français, il ne faudra pas oublier d'auto-liquider sur les factures de commission des marketplaces. En fonction des nationalités, la ligne de la CA3 ce ne sera pas la même, mais vous êtes le preneur et la règle est auto-liquidation payée du preneur. C'est bien à vous d'auto-liquider, peu importe la situation de la marketplace finalement. Donc avant, j'insiste sur ces rôles d'intermédiaire transparent où on avait une simple mise en relation entre l'acheteur et le vendeur. Les choses vont évoluer à partir de juillet 2021. C'était un des gros axes de cette réforme où la marketplace devient non plus transparente, mais elle devient un intermédiaire opaque. Qu'est-ce qu'on entend par intermédiaire opaque? On entend le fait que la marketplace devient redevable pour un certain type de transaction. Alors, pour quel type de transaction la marketplace devient redevable? Pour les vendeurs européens ou hors européens de vente à distance de biens importés pour des valeurs inférieures à 150 €. Et elle devient aussi redevable pour les vendeurs qui sont basés en dehors de l'Union européenne pour la vente à distance intracommunautaire cette fois-ci. Celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus le fait que vous, vos sociétés, ou vos clients, si vous êtes cabinet, seraient amenés à faire de la vente à distance de biens importés. Donc là, on comprend que la marketplace devient redevable. Alors, comment ça se passe dans ce schéma? Nous avons donc un prix TTC qui va être affiché sur la marketplace. Le prix TTC va être TTC, TVA du pays de l'acquéreur, toujours. Nous allons avoir la marketplace qui va encaisser la totalité de la somme, jusque-là, pas de changement. Par contre, elle va déduire ses commissions, certes, mais elle va surtout conserver le montant de TVA qu'elle reversera à son administration. Une fois que tout cela sera fait, la marketplace va nous reverser donc le montant hors taxe moins les commissions à nous vendeurs. On considère que le vendeur, dans ce cas-là, réalise une vente non imposable auprès de la marketplace. Donc là, c'est vraiment le gros changement par rapport à cette réforme. On facture un prix TTC, ça ne change pas. Le changement, c'est qu'on va facturer l'acquéreur en fonction de son pays. Il n'y a plus cette notion, je vous rappelle, de seuil par État membre. C'est la marketplace qui encaisse tout. Elle reverse la TVA aux administrations diverses et variées. Et ensuite, ce sera le montant hors taxe qui sera reversé au vendeur uniquement. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui peut se passer, je vous proposerai d'aller sur un cas pratique. On a travaillé sur 2 cas différents qui essayaient de reprendre un petit peu les cas que vous pourriez rencontrer dans vos sociétés pour essayer de bien comprendre comment les portails vont coexister, etc. Le premier postulat que je vous propose, nous sommes dans un cas d'une société française qui alimente depuis la France des particuliers en France, mais également en Union européenne.
Cette société, pour avoir des délais de livraison possiblement moindres, va avoir une plateforme de stockage en Allemagne. Cette plateforme de stockage en Allemagne va permettre de vendre à des particuliers en Allemagne, mais également en Union européenne. Cette plateforme de stockage va être alimentée aussi bien par mon entrepôt français que par des fournisseurs allemands qui livrent directement sur la plateforme. Alors, ça paraît un petit peu compliqué de voir ce schéma, donc je vous propose de passer sur un zoom de transactions et nous allons commencer sur un zoom de comment ça se passe en France. Qu'est-ce que je dois faire et quelles sont les déclarations que je dois déposer? La première étape, c'est que depuis mon pays de résidence français, je vais transférer du stock sur ma plateforme de stockage en Allemagne. On vous rappelle que les règles de transfert de stock sont assimilées à des livraisons intracommunautaires sur le sens sortant, mais sont également assimilées à des acquisitions intracommunautaires dans le sens de l'entrée, donc en Allemagne. Première étape côté français, je dois déclarer sur ma CA3 une livraison intracommunautaire. Je vous rappelle également que les DEB sont à faire dès le premier euro sur cette typologie de transaction. Deuxième catégorie de transactions à déclarer sur ma CA3, depuis mon entrepôt français, je vais vendre à des clients français, à des clients B2C français. Je vais donc considérer cette vente comme une vente domestique et je vais également la déclarer sur ma CA3. Par contre, l'entrepôt français va également me servir comme alternative pour une livraison à un particulier espagnol, à un particulier italien, etc. Donc, je vais pouvoir alimenter mes clients Union européenne au travers de mon entrepôt français. Et c'est là que les choses se compliquent. Je vais devoir utiliser le portail OSS UE en France pour collecter les TVA de mes pays de destination, mais pour reverser cette TVA en France. Et comme on disait tout à l'heure, c'est la France qui va reverser les TVA en Espagne, en Italie, etc. Donc, dès ce cas de figure, je vais avoir une combinaison de ma déclaration CA3 pour déclarer mes ventes domestiques françaises et mes transferts de stock, mais également de mon OS UE pour déclarer mes ventes à distance intracommunautaires au départ de mon stock français. Maintenant, passons sur le zoom sur les opérations en Allemagne. Pour rappel, cette société avait une plateforme de stockage en Allemagne. Cette plateforme de stockage était alimentée par 2 billets, mes transferts de stock depuis la France, mais également depuis des fournisseurs allemands qui livraient directement mon stock. Je vais me servir de cette plateforme de stockage pour facturer des clients particuliers, aussi bien basés en Allemagne qu'en Union européenne. Alors, comment ça se passe au niveau des déclarations? Première étape, je vous rappelle que même si j'ai cette réforme, lorsque j'ai un stock déporté en Union européenne, je vais avoir l'obligation d'avoir mon numéro de TVA dans ce pays de stockage. Je vais commencer par regarder quelles sont les transactions que je vais devoir faire ressortir sur ma déclaration de TVA en Allemagne. Donc, la première, ce sont les transferts de stock qui proviennent de ma plateforme française. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ces transferts de stock sont assimilés à des acquisitions intracommunautaires. Je dois donc déclarer cette transaction et auto-liquider ma TVA en Allemagne. Deuxième typologie de transactions que je dois reprendre dans ma déclaration de TVA locale, ce sont mes achats domestiques. Mes fournisseurs allemands qui livrent ma plateforme de stockage, ils me facturent de la TVA allemande. Je dois donc déclarer cette transaction sur ma déclaration de TVA locale, ce qui me permettra de récupérer la TVA sur l'achat. Côté vente, maintenant, il faut savoir que la déclaration de TVA locale que vous allez devoir conserver servira également pour les ventes domestiques aux non-assujettis en Allemagne. Je vais donc me servir de ma déclaration de TVA locale pour déclarer mes ventes domestiques allemandes, mais comme j'utilise également ma plateforme de stockage pour alimenter des clients finaux en UE, je vais devoir rapporter ce type de vente-là dans mon OS UE en France. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident d'arriver à cumuler les deux et que le flux physique de marchandises devient vraiment très important pour déterminer est-ce que j'utilise ma déclaration de TVA locale, est-ce que j'utilise mon guichet OS, est-ce que j'utilise la déclaration de mon pays de résidence. Et c'est là où la réforme devient un petit peu compliquée. Nous avons travaillé sur un autre schéma qui met en avant les biens importés cette fois-ci. Nous changeons de pays, nous avons une société italienne
qui vend à des B2C en Italie depuis son pays de résidence, mais elle a également un stock en Allemagne. Ce stock en Allemagne est alimenté par des fournisseurs allemands, même chose que tout à l'heure. Elle réalise, et cette société réalise également du dropshipping. Et elle réalise du dropshipping depuis la Chine à destination des particuliers. Et le point qui est important, elle réalise ce dropshipping via son propre site internet, mais également via une marketplace. Elle cumule les deux. Même chose que tout à l'heure, je vous propose de faire un zoom sur les opérations. Et on va commencer par un zoom en Allemagne. Même chose, j'ai un stock, donc je dois conserver mon numéro de TVA allemand. La question est qu'est-ce que je dois déclarer dessus et comment ça va se passer. Depuis ce stock allemand, j'ai mes achats domestiques que je dois déclarer sur ma déclaration pour récupérer ma TVA sur l'achat. Je dois également déclarer les transferts de stock. Vous voyez le camion entre mon stock italien et ma société italienne. Donc, j'aurai des transferts de stock assimilés à livraison intracommunautaire à déclarer sur ma déclaration de TVA allemande. Même chose que tout à l'heure, depuis l'Allemagne, je vends à un particulier italien. Et donc là, c'est très important, je vais facturer de la TVA italienne. Mais comme je suis dans un contexte de vente à distance intracommunautaire, je vais utiliser le OSS. Cela peut paraître un peu surprenant parce que je suis société italienne, je facture de la TVA italienne. J'aurais tendance à me dire, je vais passer cette transaction sur ma déclaration de TVA locale. Eh bien non, c'est là où le flux physique a vraiment toute son importance. Comme ma marchandise provient de mon stock allemand et que je livre un particulier italien, je vais devoir déclarer cette transaction sur mon OSS. Que se passe-t-il maintenant en Italie? Alors, en Italie, nous avons différentes typologies de transactions à faire ressortir sur la déclaration. Nous avons tout d'abord la vente domestique en Italie. Je suis société italienne, j'ai mon stock en Italie cette fois-ci et j'alimente mes particuliers directement depuis mon stock. Je vais également devoir déclarer l'acquisition intracommunautaire sur mon transfert de stock. On en a parlé tout à l'heure sur le sens sortant. Cette fois-ci, c'est sur le sens entrant. Je dois auto-liquider ma TVA en Italie. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau des ventes à distance de biens importés. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai deux typologies par mon propre site et par la marketplace. Je vais commencer par les ventes à distance de biens importés. Ce sont pour des valeurs inférieures à 150 €. J'utilise mon propre site. Je suis donc redevable et je vais devoir déclarer la TVA via l'IOSS, via mon propre IOSS. Comme j'utilise également une marketplace, je ne dois plus utiliser mon propre IOSS, mais c'est l'IOSS de la marketplace qu'il va falloir utiliser. Donc, vous voyez, il y a encore une notion supplémentaire à appréhender. Est-ce que c'est mon propre IOSS ou est-ce que c'est l'IOSS de la marketplace? Et pour rappel, si jamais des erreurs sont faites, à savoir je déclare sur mon IOSS plutôt que sur celui de la marketplace, la TVA va être due et va m'être demandée, alors que ça ne devrait pas être le cas si je fais les choses correctement. Alors, vous avez vu que ces cas de figure mettent en avant que le système et cette réforme est finalement pas si simple que ça. On va passer maintenant sur les risques et les difficultés. Alors, vous comprenez parce qu'on vient de se dire qu'on en a déjà un petit peu abordé. La première, qui n'est pas des moindres, est que le guichet unique ne reprend pas toutes les typologies de transactions. Je vais avoir mes achats domestiques, mes transferts de stock, mes ventes domestiques réalisées depuis mon stock déporté, tous mes transferts de stock. Donc, tout cela va faire que je vais devoir coexister deux systèmes différents entre mon propre numéro de TVA, mon guichet unique, mon numéro de TVA dans le stock déporté. Donc, il va falloir être vraiment très clair au niveau des flux physiques de marchandises pour essayer d'y voir clair. Autre risque et autre difficulté de ce nouveau régime, c'est le choix du portail. Je vous l'ai illustré dans le cas pratique tout à l'heure. En fonction de la typologie de transaction, je vais devoir utiliser mon OSS, je vais devoir utiliser mes déclarations de TVA locale, je vais devoir déclarer en TVA locale. Enfin, il y a plein de situations différentes qui font que je pourrais possiblement me tromper de qualification et amener à des erreurs. On a parlé de la cohabitation de différentes typologies de déclaration. Je pourrais en avoir 4. La déclaration de TVA en France si je suis vendeur français, mon OSS en France également via impôts.gouv, je pourrais avoir mon propre IOSS
et je pourrais avoir notamment une déclaration de TVA locale. Donc attention, on va avoir besoin de faire des cartographies de flux pour s'y retrouver et ne pas se perdre là-dedans. Un autre point qui est très important et qui est un point qui ressort très souvent dans mes échanges avec les sociétés en ce moment, aujourd'hui, vous maîtrisez les taux de TVA des pays dans lesquels vous êtes enregistré à la TVA. Vous pourriez avoir 10-15 numéros de TVA possiblement, mais vous maîtrisez ces taux de TVA. Le problème de cette réforme, c'est qu'elle vous ouvre les portes de toute l'Union européenne en termes de simplification, certes, mais qu'il va falloir maîtriser chacun des taux de TVA. Et c'est pas parce que vous avez un taux normal dans votre pays que ce sera forcément un taux normal, ce sera peut-être un taux réduit. A contrario, si vous avez un taux réduit en France, ce taux réduit ne sera peut-être pas applicable en Espagne, en Italie, en Slovénie. Donc, il faut vraiment faire un gros travail de recherche sur les taux de TVA. Ces taux de TVA, vous pouvez les connaître à l'instant T. Ils peuvent évoluer, donc ça nécessite aussi une veille pour arriver à ne pas se retrouver en porte-à-faux. Nous avons aussi des obligations supplémentaires. Alors, certains d'entre vous sont peut-être redevables d'intrastat. Pour rappel, l'intrastat, c'est vraiment la déclaration de change de biens, mais en Europe. Si vous réalisez un certain chiffre d'affaires dans le pays cible, vous allez devoir déposer un intrastat à l'introduction. Cette obligation ne saute pas. Certes, la simplification va vous permettre de ne plus avoir de numéro de TVA, mais vous pourriez avoir besoin d'un numéro pour déposer des intrastats. Le problème, c'est que les modalités de dépôt des intrastats sont différentes d'un État membre à l'autre, donc ça demande également une veille à ce niveau-là. Vous avez dans votre support une cartographie des taux de TVA, ça vous donne une image de ce qu'il se passe chez nos voisins. On se rend compte finalement qu'avec notre taux de TVA français à 20%, on est plutôt dans la moyenne basse de l'Union européenne. Là aussi, j'ai échangé avec des sociétés qui me disaient « Cette réforme ne m'arrange pas parce qu'aujourd'hui, je vends dans les pays nordiques en dessous des seuils. Je vais donc appliquer de la TVA à 20%. Et si on prend l'exemple de la Suède, vous voyez dans votre support que la Suède a un taux de TVA à 25%. Et les sociétés me disent « Je vais perdre du coup en compétitivité sur le marché local. » Donc, toutes ces questions-là sont des questions à aborder. Et vous voyez que les taux de TVA sont vraiment différents. Donc, ça, voilà, il y a une question de stratégie derrière aussi à approcher. Au-delà de la TVA et de l'intrastat qu'on vient de parler, on pourrait tout à fait avoir des obligations supplémentaires dans les États membres et ces obligations sont différentes d'un État membre à l'autre. On parle très peu d'harmonisation dans l'Union européenne. Malheureusement, chaque pays fait un petit peu ses propres règles, ce qui rend la conformité pas évidente. On a certains pays qui ont des EC Purchase List, des EC Sales List, on pourrait avoir de la facturation électronique. Certains d'entre vous ont peut-être des obligations liées au S2I en Espagne, au SAF en Pologne, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de comment ça va se passer, mais c'est vraiment une veille à avoir pour être en conformité et ne pas se dire « cette simplification, c'est une merveille, je ne m'occupe de plus rien ». Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, attention là-dessus, assurez bel et bien une veille sur tous ces sujets. Dans votre support, on vous a repris les différents seuils d'intrastat par État membre et vous voyez qu'une fois de plus, les seuils sont différents d'un État membre à l'autre. Donc, il est important de se demander, tiens, en Espagne, je réalise combien de chiffres d'affaires pour savoir si je suis redevable de mon intrastat à l'introduction ou pas. Voilà un petit peu, je vous laisse le temps de prendre connaissance de ces seuils. Autre point qui est un cas concret qu'on a vu chez un de nos clients. Le client, en fait, utilise une marketplace en France et s'est retrouvé, comme vous pouvez le voir dans le tableau, avec une différence de chiffre d'affaires. Lui pensait avoir vendu pour 37 000 € hors taxe. Et en fait, la marketplace a déclaré 109 000 € de vente. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. On a quand même 72 000 € d'écart entre les deux, ce qui fait un montant de TVA de 15 000 €. Alors, aujourd'hui, la société a pu prendre contact avec la marketplace. Il s'avère que la marketplace avait fait une erreur de transcription. Ça a pu être arrêté à temps. Demain, quid de cette situation si c'est la marketplace qui devient redevable de la TVA?
Est-ce que ça veut dire que la société va devoir payer 15 000 € de TVA sans trop comprendre pourquoi? Donc, c'est pourquoi, même si la marketplace va devenir redevable pour un certain type de transaction, il va être très important de garder un œil sur ces transactions pour pouvoir, le cas échéant, intervenir auprès de la marketplace ou même peut-être de contacter les administrations locales pour essayer de trouver une solution et de ne pas se retrouver avec un montant de 15 000 € qui sort de nulle part. Alors, on vous a regroupé sur plusieurs slides un exemple de fichier Amazon qui reprend finalement tellement d'informations qu'on a tendance à se noyer dans ce fichier. Les informations qui sont importantes dans ce fichier sont tout d'abord les typologies de transactions. Vous voyez sur votre support qu'on va voir des ventes, on va voir des retours de marchandises et on a les typologies inbound et FC transfer qui sont vraiment les transferts de stock entre votre société française vers les stocks Amazon ou même d'un stock Amazon vers un autre stock Amazon. Si on s'en arrêtait là, malheureusement, ce serait beaucoup trop simple et vous allez voir qu'il y a une quantité astronomique d'informations. On a eu besoin de 4 slides et finalement, on a juste besoin de savoir la typologie, le montant et le pays de départ et le pays d'arrivée. Mais vous voyez que dans cette jungle d'informations, c'est pas si évident que ça à faire ressortir. Au-delà de la complexité des informations qui sont mises à votre disposition, on a également un problème de pénalité et de contrôles fiscaux. Les pénalités sont différentes d'un État membre à l'autre. On vous a pris l'exemple de l'Italie qui a 240% de TVA en pénalité possible. Vous pourriez être amené à avoir des communications, même si vous n'avez plus de numéro de TVA, l'administration pourrait tout à fait vous poser des questions et elle va vous poser des questions dans sa langue du pays, à vous directement français. On peut se poser la question de comment je fais. Si le Luxembourg me pose des questions, ça va être plutôt facile. Si la Pologne commence à me poser des questions, ça risque d'être un petit peu moins facile. Si l'administration me pose des questions, je peux avoir une problématique au niveau de la récupération de mon crédit de TVA. Plus de temps je vais mettre à répondre aux questions et à apporter les réponses à l'administration, plus mon crédit de TVA va être bloqué longtemps. Donc, attention, on a une problématique là-dedans. On a aussi j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le guichet unique permet de collecter la TVA, mais il ne permet pas de la récupérer. Du coup, on pourrait avoir des demandes de remboursement plus nombreuses en fonction de notre typologie d'activité. Point important par rapport à cette réforme et l'utilisation de ces différents portails, le HOS UE, le HOS hors UE et l'IOSS. Si je fais des erreurs à répétition, ça peut amener à ce que la commission appelle la période de quarantaine. C'est une période de 2 ans durant laquelle je n'aurai plus accès à ce guichet unique et je devrais m'identifier à la TVA dans les pays cibles pour pouvoir collecter la TVA et la reverser à l'administration. D'où l'importance de faire attention, de bien cadrer les transactions pour ne pas faire d'erreurs et ne pas se retrouver en période de quarantaine. Alors, dans votre support, on vous a mis également une photographie de certains pays dans lesquels vous avez des pénalités. Je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance, sachant, j'en profite aussi pour vous dire que ce webinaire sera disponible en replay si vous avez besoin de revenir sur certains points. Nous avons également des États membres qui sanctionnent le défaut d'autoliquidation que nous n'avons pas mis dans le tableau. Alors, pour exemple, la Pologne, j'aime bien la Pologne en ce moment visiblement, c'est un rejet de la déductible lorsque je déclare mon acquisition intracommunautaire dans la mauvaise période. Alors, je vous parlais des gestions des communications de l'administration dans les langues étrangères. Certains d'entre vous ont peut-être déjà connu cette problématique par les remboursements de TVA via le guichet unique. On peut se retrouver avec cette typologie de transaction, cette typologie de communication qui serait compliquée à comprendre et à pouvoir y répondre. On a fait un tour du coup on a fait un grand panorama, on a fait un panorama dans le temps qui nous était donné et je vous propose maintenant rapidement de vous proposer nos offres
qu'on a adapté pour essayer de répondre à cette nouvelle demande. On a différents packages. Le premier package, c'est un package d'externalisation. On s'occupe de tout. Vous n'avez plus rien à faire. On a un package d'accompagnement dans lequel, cette fois-ci, vous souhaitez déposer vos propres déclarations, mais vous souhaitez une aide lors de la mise en place de votre portail. Est-ce que vous avez des questions techniques, etc. Donc, ça, c'est plus du one-shot. Et on a également une offre de formation. Nicolas Esclapez le rappelait en début d'intervention. Nous allons avoir prochainement un e-learning sur cette même thématique qui va être proposé. En même pas une heure de webinaire avec les questions-réponses, on doit aller à l'essentiel. Cette formation va pouvoir aller dans beaucoup plus de détails, la typologie de transactions que vous pourriez avoir, comment je déclare entre CA3, quelles sont les lignes, etc. Donc, on pourrait reprendre un petit peu tout ça ensemble. Alors, maintenant que nous avons fini cette présentation, je vais laisser Dylan me rejoindre pour une session de questions-réponses. Dylan a dû recenser quelques questions lors de la présentation. Dylan, je te laisse la main. Bonjour à tous et à toutes. Dylan Carrasco, service juridique du groupe Maté. Donc, effectivement, on a recensé plusieurs questions qui nous ont été portées durant le webinaire. Je profite pour te remercier pour cette présentation. Ensuite, donc, la première question qui nous a été posée, c'est une question concernant l'IOSS. D'accord. Donc, la question qui nous a été posée, c'est comment ça se passe dans le cas d'une société qui réalise des ventes à distance de biens importés, à la fois d'une valeur inférieure à 150 € et à la fois d'une valeur supérieure à 150 €. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que le portail IOSS suffira dans un cas comme ça? Alors, c'est une très bonne question et c'est là où on va voir la complexité de la coexistence de différentes solutions. Comme on l'a présenté tout à l'heure, l'IOSS, c'est uniquement pour les valeurs inférieures à 150 €. Donc, le premier cas de figure de cette question va être le cas facile, entre guillemets. Je vais utiliser mon propre IOSS. Dylan, est-ce que tu m'as dit que la société utilisait son propre site ou une marketplace? Alors, dans le cas précis qui nous a été posé, donc c'est une société française qui a un fournisseur chinois et qui va faire des livraisons directes en Allemagne depuis son site propre. Donc, il n'y a pas de marketplace. Très bien. Donc, depuis son site propre, pour les valeurs inférieures à 150 €, le vendeur français va pouvoir utiliser son propre IOSS pour déclarer de la TVA allemande. Donc, ça, c'est plutôt facile. En revanche, tu m'as dit dans le postulat que j'avais également des valeurs supérieures à 150 €, c'est ça, hein? Tout à fait. OK. Dans ce contexte-là, l'IOSS ne va pas pouvoir être possible. La TVA est due dès le premier euro. La société va également avoir besoin de s'identifier à la TVA en Allemagne pour payer cette TVA en douane et collecter de la TVA allemande auprès du client particulier. Via sa déclaration de TVA allemande, elle va reverser la différence entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA qu'elle aura déjà payée en douane. Super, ben, merci pour cette réponse. Alors, on a un deuxième cas encore sur l'IOSS, mais cette fois-ci avec Marketplace. D'accord. Donc, cette fois-ci, le cas, c'est une société française qui effectue des ventes à distance de biens importés d'une valeur inférieure à 150 €, mais qui passe par une Marketplace. Donc, elle va devoir passer donc, par l'IOSS de la Marketplace, comme on a dit tout à l'heure. Mais la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui garantit à l'e-commerçant que la Marketplace va bien collecter et reverser la TVA au fisc? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la responsabilité et comment il va devoir déclarer? D'accord. Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, comme Dylan l'a mise en avant, comme on est sur une vente à distance de biens importés d'une valeur inférieure à 150 €, c'est la marketplace qui devient redevable de cette TVA. C'est la marketplace qui va devoir collecter la TVA et qui va devoir la reverser via son propre IOSS. Alors, quelles sont les garanties qu'on peut avoir que la marketplace le fait? Malheureusement, aucune à l'heure actuelle. Alors, est-ce que la marketplace va mettre une sorte de reporting en place pour dire, bon, ben voilà, j'ai collecté tant de TVA? On peut faire un parallèle avec le Brexit qui a un petit peu appliqué ce nouveau régime. Les sociétés telles que tu l'as présenté, Dylan, n'ont aucun moyen et aucun parallèle pour valider les montants qui ont été réellement déclarés. Ça peut poser un problème de transparence. Est-ce que les marketplaces vont s'adapter ou pas? Certes, c'est elles qui sont redevables, mais c'est quand même bien, je pense, pour un vendeur d'avoir cette vision et de pouvoir déclarer de pouvoir être serein sur le fait que ces transactions sont bien déclarées. Et Dylan, je crois que tu posais la question sur la méthodologie de déclaration. Tout à fait.
Donc, dans ce cas-là, finalement, la transaction entre le vendeur et la marketplace va être considérée comme une opération non imposable et c'est la marketplace qui va prendre le relais. D'accord. Alors, on a ensuite une troisième question. Donc là, cette troisième question, c'est plutôt sur les autres obligations liées à la TVA. Donc, ça D'accord? va être concernant les intrastats. OK. Donc, on est parti du postulat que si je fais des ventes à distance intracommunautaires de biens, je peux très bien passer par l'OSS-UE, du coup, en tant que société française, par exemple. En revanche, j'ai éventuellement des obligations intrastat dans le pays de destination des marchandises parce que je dépasse les seuils dans ce cas précis. Comment ça va se passer si je clôture mon immatriculation à la TVA, que je passe du coup par le portail OSS-UE? Comment je vais pouvoir remplir cette obligation? Est-ce qu'il y a un nouveau numéro ou pas? Et est-ce qu'on va devoir garder l'ancien juste pour les intrastats? Alors, c'est une très bonne question, une fois de plus. Nous avons plusieurs choses à aborder dans cette question. Tout d'abord, le fait que je suis société française, je vais passer par le HOS. Donc, si aujourd'hui j'ai un numéro de TVA dans le pays cible, je vais le clôturer, je vais passer par mon HOS et je vais pouvoir continuer à collecter ma TVA dans les pays cibles. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on rajoute une complexité supplémentaire dans le sens où j'ai réalisé un certain chiffre d'affaires dans ce pays cible et du coup, je dois déposer une intrastat à l'introduction dans ce pays-là. Aujourd'hui, très honnêtement, on n'a pas encore la réponse. On ressent que la réforme a été déjà retardée une première fois, mais on a encore un bon nombre de questions à répondre et clairement, ça en fait partie. Est-ce que je vais devoir m'identifier à la TVA pour des fins d'intrastat? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Comment? Est-ce que je vais avoir un numéro de TVA? Toutes ces questions restent vraiment en suspens. Ça tombe bien que Dylan soit parmi nous parce que donc Dylan fait partie de notre département juridique et il est, entre autres, en correspondance avec les administrations locales pour essayer justement d'élucider toutes ces questions. Comment ça se passe pour une société qui va devoir déposer l'intrastat? Comment ça se passe pour les autres obligations? Et c'est vrai qu'on a encore pas mal de questions, enfin pas mal de questions et de réponses à obtenir. Et on espère pouvoir vous tenir au courant assez rapidement quand on aura un retour. Tout à fait. Alors, tu as parlé également des autres obligations, Oui. donc autres que les intrastats qui peuvent être liées à la TVA. Ça permet de faire une transition. On a eu une dernière question qui est très intéressante concernant la facturation électronique, donc qui tend à se développer de plus en plus dans les différents pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour les e-commerçants, donc, qui étaient identifiés, par exemple, dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Pologne, Oui. où effectivement, il y a de la facturation électronique avec le SAFT et le S2I. Qu'est-ce qui va se passer après cette réforme? Éventuellement, s'ils clôturent leur immatriculation à la TVA, qu'est-ce qui va se passer puisque les textes parlent régulièrement d'identification à la TVA? Alors effectivement, c'est encore une zone d'ombre qui va rester à éclaircir. On a effectivement certains pays, alors je vous parlais tout à l'heure de pays qui ont des obligations un peu diverses et variées. Typiquement, cette question de facturation électronique est un vrai problème par rapport à cette réforme. Quelle va être la réaction des administrations par rapport aux facturations électroniques? Est-ce que je vais devoir continuer à est-ce que je vais devoir continuer à être en conformité avec les exigences de chacun des pays? Ou est-ce que, parce que je bénéficie du HOS, je vais pouvoir arrêter de déposer les obligations diverses et variées? C'est encore une question sur laquelle on aimerait bien nous-mêmes avoir un retour et on espère avoir un retour rapidement pour pouvoir vous informer là-dessus aussi. Alors, Dylan, je vois que le temps passe. Alors, du coup, oui, on va peut-être clôturer la session aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, on a une équipe d'experts qui est vraiment centralisée aujourd'hui pour répondre à vos questions. Et si jamais vous en avez d'autres, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez également le site Matéformation, je vais y arriver, pardon, pour aller voir ces histoires de formation en e-learning ou autres. Donc, je vous remercie en tout cas chaudement pour votre présence et je laisse la main peut-être à Nicolas Esclapez pour terminer la session. Oui, un rapide mot de conclusion. Déjà, pour vous remercier, remercier évidemment tous les participants et les questions ont été très nombreuses. L'occasion aussi de remercier les modérateurs car on ne les a pas présentés au début du webinaire, mais ils ont répondu, en tout cas, ils ont tâché de répondre au maximum de vos questions sur le forum. N'hésitez évidemment pas à revenir vers nous
via le site, comme vient de le préciser Axel, pour effectivement, voilà, nous pourrons après reprendre la main. Un grand merci à Axel Rebaud pour toutes ces précisions et pour cette animation de webinaire. Merci également Dylan Carrasco pour le récapitulatif concernant toutes les questions. On reste à disposition, on est là. Merci beaucoup pour votre attention. Il est 12h25, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à très très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.